Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Ce matin, on est très heureux de t'accueillir, Olivia, sur le podcast. Et une fois n'est pas coutume, parce qu'on est au 6B, on est dans notre petit studio et on vient de te faire une mini visite du lieu. Et on avait envie avec Romain que tu puisses nous faire une mini visite audio du coup. Donc c'est un peu plus challengeant de ta ferme, de chez toi. Qu'est-ce qu'on verrait, qu'est-ce qu'on ressentirait, qu'est-ce qu'on pourrait toucher, sentir. Je ne sais pas si on était non pas ici chez nous, mais chez toi. Déjà, merci de cet accueil et cette proposition de podcast. Je suis un peu intimidée parce que c'est la première fois que je fais un podcast. Ce qui me vient tout de suite quand on parle de la ferme Terre de Mille Bains, c'est quand on arrive à pied. On est à seulement quelques kilomètres au nord de Lyon, qui est très urbanisé. Et quand on arrive à pied, d'un coup, il y a un vallon qui s'ouvre. Et comme si l'espace, le paysage s'ouvrait sur cette ferme qui est une ancienne ferme du XVIIIe siècle et qui est au milieu d'un vallon assez préservé. Saint-Didier est une petite ville au nord de Lyon, très urbanisée. Et là, d'un coup, il y a le paysage qui s'ouvre. Voilà. Et ensuite, en s'approchant, on voit des vaches qui sont les vaches de notre voisine, Madame Grand, une agricultrice. Et en s'approchant un peu plus, on voit nos planches de maraîchage où tous les jours, on cultive des légumes, principalement. On produit aussi du pain, donc on peut voir aussi la fumée du four à bois. Et puis des humains. Beaucoup d'humains, suivant les jours, des humains qui travaillent la terre, travaillent la farine, plantent des choses, des herbes, voilà. La visite de la ferme qui est à la fois et avant tout une ferme agroécologique et sociale. Donc on accompagne des personnes assez éloignées de l'emploi, la plupart, en tout cas en situation de fragilité sociale ou économique. Et on travaille la terre. Et puis, on fait aussi d'autres choses. On a accueilli, par exemple, je vous le disais tout à l'heure, Olivier Frérot pour une conférence. Il n'y a pas très longtemps, on a accueilli un théâtre-forum sur la place des femmes dans l'agriculture. Donc voilà, c'est un lieu où j'aime voir des fois des personnes très différentes qui ne se seraient pas rencontrées, se rencontrer. Par exemple, sur un chantier participatif, on peut avoir des habitants et habitantes de Saint-Didier qui font un chantier avec des bénévoles Emmaüs, par exemple. Voilà, ou des compagnes et compagnons Emmaüs. On est parti directement les pieds dans la terre. Mais est-ce que tu peux te présenter? Tu peux nous dire qui tu es, Olivia? Vaste question, toujours difficile. Ce qui me tient à cœur depuis toujours, quand j'ai réfléchi à cette question, c'est à la fois la connaissance. J'adore apprendre de nouveaux trucs depuis toujours. Je suis d'ailleurs désolée, mais ça c'est un autre sujet, que l'école ne soit pas toujours favorisante, alors que l'être humain adore apprendre. Et voilà, je trouve que c'est passionnant, le chemin humain. Pour moi, je suis un être humain, mais comme tous les êtres humains en chemin, qui ouvre des portes, qui découvre des choses, qui apprend des choses. Et une autre chose aussi, je pense, qui me caractérise, c'est que depuis que je suis toute petite, ça n'a pas été des tipping points plus tard. Depuis que je suis toute petite, j'ai un peu vissé à l'intérieur un sentiment
de justice, de me dire, c'est pourquoi quand je suis à l'école, on me dit que le masculin l'emporte sur le féminin? Pourquoi il y a des gens qui sont dehors dans la rue? Enfin, toutes ces choses-là pourquoi on détruit le vivant? Toutes ces choses-là m'ont vraiment habitée depuis toujours. C'est plus, c'est plus mon tipping point, ça a été plus comment je m'engage dans une action collective. Voilà. Mais les questions, finalement, Terre de Mille Parts repose sur 3 piliers qui sont l'agriculture, l'écologie, l'alimentation. Un premier pilier. Un deuxième pilier, parce que ces 3-là sont vraiment très connectés à mon sens. Un deuxième pilier qui est un pilier social de lutte contre la pauvreté. Et un troisième pilier qui est une philosophie écoféministe. Et quand j'ai pensé Terre de Mille Pas, l'idée c'était vraiment d'avoir un système, enfin d'avoir une pensée globale et systémique. Et j'avais envie d'avoir un projet qui tire plein de ficelles. Et dedans, j'y ai mis ce qui m'habitait depuis très longtemps, mais pour lequel j'œuvrais à ma petite échelle familiale, individuelle. Et c'est seulement il y a quelques années où je me suis dit: «Allez, je me lance». Tu viens d'où, Olivia? J'ai pas mal bougé, en fait. Voilà. Maintenant, je me considère un peu comme lyonnaise parce que j'ai 3 enfants qui sont tous nés ici. Mais je suis née à Marseille et j'ai vécu plusieurs années dans la région parisienne. J'ai fait des allers-retours, en fait, hein. J'ai fait ma prépa et mon lycée à Avignon et j'ai fait une école d'ingénieur en génie civil à Lille. Voilà, j'ai travaillé quelques années à Paris. Et j'ai de la famille originaire de un peu partout en France, en fait. Voilà. Et j'ai mis longtemps à me dire lyonnaise, mais ça y est, avec mon dernier bébé, le 4e, là, Terre de Mille Pas, ici sur ce territoire, du coup, je me sens appartenir à ce territoire. Voilà. Qu'est-ce qui t'amène à créer ce projet? Puisque tu as une vie avant. Du coup, et peut-être Ouais. quelle est ta vie d'avant et comment est-ce que tu bascules Mmh. pour créer Terre de Mille Parts? Et j'ai eu des études assez classiques, hein. J'ai fait donc une école d'ingénieur en génie civil. J'ai travaillé plusieurs années dans le privé, en bureau de contrôle. Voilà. Je m'occupais principalement de questions de sécurité incendie, de solidité. J'ai eu 3 enfants qui sont grands maintenant et et j'ai au bout de quelques années, ça me convenait plus. Je me suis dit: «J'ai envie de travailler au service du public». Donc j'ai passé les concours de collectivité locale, d'ingénieur en collectivité locale et j'ai travaillé pas mal d'années à la ville de Lyon. Principalement au début plutôt sur des questions de sécurité incendie et au fur et à mesure plutôt sur des questions de santé, sécurité au travail. Et je pense que si j'avais à l'époque, il y avait quand j'ai fait une école d'ingénieur, s'il y avait eu des études, une école, dans l'environnement et cetera, c'est ce que j'aurais choisi. Il y avait très, très peu d'écoles à ce moment-là et j'étais pas hyper forte. J'ai choisi, génie civil justement pour l'aspect extérieur, mais j'étais pas forcément passionnée par le génie civil. Voilà. Et en et il y a presque 10 ans maintenant, j'ai repris mes études, moi aussi et j'ai fait un master spécialisé à l'INSA de Lyon, autour des questions de développement durable qui étaient vraiment quand même les questions qui m'habitaient depuis longtemps. J'ai cherché un poste, j'ai pas trouvé ce que j'avais envie de faire et à peu près à ce moment-là, je crois en 2016, les Colibris commençaient des MOOC, des formations en ligne. Et leur première, ils en ont fait pas mal, hein, autour de la gouvernance, autour de la permaculture. Mais leur première, c'était créer une oasis. Et dans le jargon Colibri, une oasis, c'est un écolieu. Et moi, j'adore ces MOOC. Je les ai tous suivis quasiment.
Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que quand on suivait la formation en ligne, il nous amenait à créer un cahier des charges et c'est le cahier des charges qui allait devenir le cahier des charges de Terre de Mille Pas. Donc ça, c'était en 2016 et j'avais très envie de faire un projet collectif et pas de me lancer toute seule. Voilà, je prévoyais un peu que c'était complexe de se lancer seule. Donc j'ai tergiversé pendant pas mal d'années. En attendant, je suis partie, j'ai fait un break pendant 1 an, avec, conjoint et enfant. On est partis en Asie pendant 1 an, sac à dos, voilà, à voyager au fil de l'eau. C'était une chouette pause. J'ai vu aussi pas mal de choses, en Asie. C'était un continent que je connaissais pas, que j'ai trouvé intéressant, qui ont alimenté, je pense, aussi le projet Terre de Mille Pas. Et quand je suis rentrée, il fallait faire bouillir la marmite. J'ai repris un poste, rien à voir avec le schmilblick, de responsable d'établissement sportif à la ville de Lyon. Voilà. Et c'est, une formation que je me suis inscrite, mais à la dernière minute, d'Olivier Frérot, qui avec Hélène Cosse, qui est, je crois, monter des projets dans un monde en métamorphose. Il anime chaque année cette formation. Il me semble même qu'il y en a une, bientôt, en novembre à Lyon, pour ceux que ça intéresse, ceux et celles. Et c'était 2 jours de formation aux Amanins, dans cet écolieu, dans la Drôme, je crois. Ce qui était intéressant, c'est que, à la fin des 2 jours, donc c'était, on devait être une vingtaine, je pense, ouais, entre 15 et 20 personnes qui avaient un projet. Et à la fin, ils nous demandaient: «Quel va être votre premier pas au service de votre projet?» Et moi, j'avais ce projet en tête, que j'avais écrit, que je tergiversais et cetera. Et je me suis dit: «Mais en fait, mon projet, il ressemble un peu à ce que j'imagine être un jardin de cocagne». Les jardins de cocagne, ce sont des chantiers d'insertion par le maraîchage biologique. Il y en a une centaine en France. Ils ont été pensés, il y a 30 une bonne trentaine d'années. Et je sentais que mon projet sur une partie ressemblait, en tout cas ce que j'avais envie de faire, ressemblait à ce que pouvait être un jardin de cocagne. Donc j'ai dit, bah, mon premier pas, ça va être d'aller visiter un jardin de cocagne. Et on dit des fois que les projets, c'est vraiment le premier pas qui est le plus dur et c'est vraiment ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, j'ai été visiter les jardins de Lucie qui ont été créés par Muriel Verdonne il y a, je pense, 20 ans. Et en fait, le projet s'est plus arrêté. Donc ça, c'était fin 2019. En 2020, j'ai créé avec 4 autres personnes, j'ai posé les statuts de l'association. C'était un peu un hasard, c'était en mars 2020, au moment du Covid. Et puis donc là, je continue à travailler. Et en 2021, j'ai pris une pause, une disponibilité d'1 an pour monter le projet, monter le collectif qui allait porter le projet Terre de Mille Pas. Et on s'est installé sur cette ferme en mai 2022. Comment est-ce que vous la trouvez, cette ferme? Alors oui, ça c'est pas facile. Nous, on a étudié plusieurs pistes. L'idée, c'est qu'on partait de rien. On n'avait pas d'argent, pas de connaissances. Donc un des premiers en 2021, en fait, j'ai créé plein de groupes de travail. Un groupe de travail sur la communication. Assez facilement, des gens étaient intéressés par le projet, ils sont arrivés, il y avait un peu de bouche à oreille et on a créé un groupe recherche de ferme et c'est, on a étudié plusieurs, pistes. Une piste, notamment avec Terre de Liens, qui est une association qui, achète des fermes, pour permettre l'installation agricole. Qui achètent des fermes avec, de la levée de fonds, privée. On peut participer, ils ont une foncière et ensuite ils louent les fermes. Parce qu'évidemment, ce qui est compliqué dans l'installation agricole, c'est la ferme, hein, c'est de l'acheter ou la louer. Et donc on a étudié quelques pistes avec, Terre de Liens et dans le cadre de, j'ai énormément fait de visites en 2021. J'ai rencontré énormément d'associations, d'acteurs et actrices, agricoles et on m'a parlé, du syndicat mixte Plaine Mont d'Or qui, dans les Monts d'Or, donc au nord de Lyon, fait un peu la même chose que Terre de Liens Terre de Liens, Terre de Mille Pas, Terre de Liens
Et c'est assez unique en France, c'est une collectivité locale qui achète des fermes et les loue à des porteurs de projets agricoles. Donc c'est quelques fermes, c'est pas de l'envergure de Terre de Liens, mais voilà, ils ont plusieurs fermes et ils ont acheté en 2021 ou 2022, 2021, ils ont acheté avec la ville du syndicat mixte, enfin avec la ville de Saint-Didier-au-Mont-d'Or en indivision. Donc 2 collectivités locales ont acheté cette ferme qu'ils avaient repérée depuis longtemps puisque c'était 2 agriculteurs, 2 hommes, sans enfants, sans famille, qui ont légué leur ferme à l'époque à la Ligue contre le cancer, qui l'a revendue via la SAFER, etc. Et ça a été racheté par ces 2 collectivités locales. Le syndicat mixte Plaine d'Or avait l'idée d'installer des bureaux dans cette ferme, et c'est ce qu'ils vont faire, et aussi de permettre à l'agriculture de continuer. Et donc nous, on a été retenus pour porter le projet dans cette ferme. Voilà. Mmh. Et pourquoi 1000 pas? Alors milpa, c'est un mot sur lequel je suis tombée au moment où on se disait avec les 4 personnes, quand on a déposé les statuts de l'association, quel nom on allait donner au projet, et je suis tombée sur ce mot milpa et je me suis dit: «Mais c'est lui!» Voilà, milpa, c'est une association de 3 plantes, qui poussent très bien ensemble, qui sont le haricot, le maïs et la courge. Ce sont 3 plantes utilisées comme technique agroécologique en Amérique centrale, Amérique du Nord, mais on la trouve aussi maintenant, elle est assez traditionnelle du Mexique, mais on la trouve typiquement en Afrique, dans beaucoup d'endroits. Ce sont 3 plantes qui coopèrent. Il y en a une, on va dire le maïs, ça va être le tuteur, le haricot va monter autour du maïs, la courge, c'est un couvre-sol. Ce qui est très intéressant avec ces 3 plantes, c'est que on les appelle aussi les 3 sœurs. Ça fait vraiment écho à la fois à la coopération et à l'intelligence collective qu'on essaye d'avoir à Terre de Mille Pas, à la sororité, toute la dimension écoféministe. Et puis aussi, Terre de Mille Pas est une association végétarienne, et quand vous avez un une légumineuse comme le haricot, une céréale comme le maïs et un légume comme la courge, vous avez un repas complet. Et donc voilà, c'est un mot polysémantique qui est vraiment intéressant, et en français, on entend aussi mille pas, le chemin. Voilà, et du coup, ça représente vraiment bien l'association, en fait. En tout cas, les intentions de l'association. Mmh. Et comment tu as regroupé toutes ces personnes autour de toi? Parce que tu disais: «Je cherchais des associés, j'avais pas envie de me lancer toute seule», et là, vous êtes, du coup 4, 5. Tu disais avec 4 autres personnes, vous avez monté l'asso? Alors, on a déposé les statuts de l'association à plusieurs, mais c'est je suis restée du coup l'unique, en fait, j'ai été tergiversée pendant longtemps, parce que j'avais pas du tout envie de me lancer toute seule, et finalement je me suis lancée toute seule. Et maintenant, le projet, il est vraiment porté avec beaucoup de monde, mais et avec un collectif, et des personnes vraiment investies, donc c'est très soutenant et c'est très chouette. Mais comme personne source, en fait, au démarrage, et pendant longtemps, j'étais, oui, seule, en fait, et aujourd'hui, je sais aussi pourquoi, enfin, toutes ces années, je sais aussi pourquoi je voulais pas y aller toute seule. Je regrette pas, c'est une aventure passionnante, mais c'est pas simple de se lancer seule. Qu'est-ce que ça te fait vivre? Oh, une charge mentale et de temps aussi. Enfin, moi, je consacre 7 jours sur 7, mes soirées week-ends, à l'aventure Terre de Mille Pas. Donc, c'est plus facile quand on est plusieurs au démarrage, voilà, à porter un projet. Même si, encore une fois, beaucoup de gens participent au projet à leur niveau. Mmh. C'est quoi la recette magique, si tu l'as, pour
garder tous des gens autour de toi, ces bénévoles dans le domaine associatif? On voit souvent des assopreneurs qui disent: «Mais en fait, c'est hyper dur parce qu'au bout de 2 ans, au bout d'1 an, j'ai perdu, les 2/3, les 3/4 de l'équipe, les gens sont partis, les bénévoles, ils s'investissent plus et je galère pour recruter des bénévoles». Comment est-ce que toi tu appréhendes ce sujet-là? Alors je pense de plusieurs façons. Déjà, je pense que le projet Terre de Mille Pas, avec sa dimension assez systémique, hem, beaucoup de gens, du coup, ça c'est un projet qui attire beaucoup, donc ça, c'est chouette. En tout cas, qui fait résonner quelque chose chez beaucoup de gens, soit par le volet, d'égalité, femmes-hommes, soit par le volet, écologique, soit par le volet agricole, soit par le volet social. Et donc, je le vois, beaucoup de gens rejoignent le projet avec une dimension plutôt, en tête, et puis finalement découvrent aussi d'autres dimensions. Ensuite, on travaille beaucoup sur la question de la gouvernance. Pour moi, c'est essentiel dans toute organisation de, de réfléchir à qui prend les décisions, comment elles sont prises, quel est le pouvoir de chacun et chacune. Souvent, on décourage des gens, quand ils ont pas les mains libres pour participer à un projet. Et Terre de Mille Pas, il y a tellement de choses à faire que, toute personne qui a envie de participer peut. Ça peut être, de donner un coup de main sur le maraîchage parce qu'on n'a jamais assez de bras. Ça peut être d'avoir, ces derniers temps, mais depuis le début en fait, on a beaucoup aussi de bénévoles avec des expertises très, pointues, et donc ça, c'est juste génial. Donc voilà, on a, une RH, qui maintenant est devenue présidente. L'ancienne présidente, donc l'actuelle, Blandine Courbois, qui est très investie dans l'association. L'ancienne présidente Inaïd Barka qui est paysagiste, et du coup qui a aussi œuvré sur toute les documents en communication et en pensée du projet. Mais on a aussi un informaticien, une personne qui nous aide sur les sur la commercialisation, enfin, on a énormément de gens investis, et notamment avec des expertises ou pas. Voilà, donc en fait, il y a de la place pour tout le monde, déjà, et après c'est aussi du soin, il me semble, à du soin aux personnes, et en effet, c'est une attention et une forme de management, hein, les bénévoles. Et souvent qu'on voit pas, on se rend pas compte qu'il y a un travail derrière, mais il est là aussi, de coordination, de communication, d'aller, hem et oui, dans la relation humaine, et donc c'est un peu la force, du coup, je trouve, de Terre de Mille Pas. On est sur des sujets, on se bat dans un monde, patriarcal, capitaliste, où il y a de plus en plus de pauvreté, de pollution, et donc c'est pas simple. C'est clairement pas simple. Mais par contre, on a aussi et ça Olivier Frérot le dirait bien, on passe on sent une émergence et une envie d'aller vers, plus de collectifs. On est allé très loin dans l'individualisme, et du coup, un projet comme Terre de Mille Pas permet ça aussi, d'apporter sa pierre à un édifice, collectif. Et hem et oui, je pense que c'est ça qui fait que, les bénévoles, sont bien présents à Terre de Mille Pas. C'est vraiment une articulation entre bénévoles, salariés du coup, permanentes. Donc, on est 5 permanentes, sur la ferme, et une dizaine de salariés en Mmh. parcours d'insertion. Peut-être que je peux faire un petit focus sur ce que c'est que l'insertion par l'activité économique. Donc, c'est un conventionnement avec l'État, donc c'est un dossier,
qui prend pas mal de temps en général, de conventionnement avec l'État pour accompagner, qui nous autorise à accompagner des personnes en parcours d'insertion. Dans le jargon, on appelle ça un atelier chantier d'insertion. On peut avoir dans tous les domaines, ça peut être la menuiserie, ça peut être, le soin à la personne, le ménage et cetera. Nous, on a choisi, le domaine agricole et on va accompagner, c'est comme un tremplin, des personnes qui ont des parcours, très différents, très variés. C'est difficile de donner un profil type d'une personne, accompagnée en parcours. Mais en tout cas, quand elles rentrent en situation de fragilité, soit sociale, soit économique et souvent les 2. Et c'est un contrat de 6 mois à 2 ans. Donc on appelle ça des CDDI, des contrats à durée déterminée d'insertion, qui sont donc assez, codifiés. Et sur ces 6 mois-là, c'est des contrats, chez nous, c'est 26 heures, des contrats de 26 heures par semaine. Ils ont un temps sur leur temps de travail où ils vont, une grosse partie de leur temps de travail, ça va être du maraîchage. On a mis en pause, ça c'est une autre histoire, on a mis en pause la boulangerie et du coup, en ce moment, il y a une paysanne boulangère qui continue le pain, sur la ferme, mais c'est plus une activité d'atelier chantier d'insertion. Et sur ces temps-là, il y a aussi un accompagnement par une personne, qu'on appelle dans nos jargons aussi, CISP, une conseillère en insertion socio-professionnelle et qui va, faire un diagnostic partagé avec la personne pour voir où elle en est, ce dont elle a besoin. Ça peut être, pour, des freins sociaux de toutes sortes, des freins sociaux qui peuvent être de nature, de santé, de logement, sur des personnes qui ont eu des parcours migratoires de connaissance du français et cetera. Et puis, au fur et à mesure de l'accompagnement, on va glisser sur, l'accompagnement, professionnel. C'est pas forcément des personnes qui vont, devenir, agricultrices ou agriculteurs. Et hem et donc par exemple, quelqu'un qui aurait, des freins sur, le français, c'est le principal frein à l'emploi. Une journée par semaine, on a, plusieurs personnes qui font une journée par semaine sur leur temps de travail du français. Voilà. Donc c'est, dans le domaine de l'insertion par l'activité économique, il y a aussi des entreprises d'insertion, il y a d'autres structures qui accompagnent des personnes plus proches de l'emploi. Les ateliers chantiers d'insertion, c'est les plus éloignés, normalement. Donc c'est aussi souvent des personnes qui peuvent être au RSA ou voilà, des jeunes, sans formation, des personnes en situation de handicap ou en situation de difficulté de toutes sortes ou voilà. Ça, Terre de Mille Pas va représenter une partie, enfin voilà, comme un tremplin, hem Et qui et est en c'est amont, pardon, avec qui vous travaillez en amont pour, oui, recueillir mmh. et Comme c'est un contrat de l'État, c'est des critères assez, voilà, c'est assez spécifiques, donc RSA par exemple. Et c'est des personnes qui nous orientent, les personnes. Donc c'est principalement Pôle emploi, mais aussi la mission locale et aussi les associations avec lesquelles on travaille. Donc mais il y a un entretien et les gens viennent pas par hasard à Terre de Mille Pas. Ils ont plein de possibilités si, par exemple, ils préfèrent aller une autre activité, il en existe plein d'autres, que ça soit de la réparation de vélos, comme je disais, du chantier et cetera. Quand ils arrivent à Terre de Mille Pas, c'est qu'ils sont vraiment intéressés soit par le projet, la plupart du temps par le projet global, qui est pas que de l'agriculture, mais aussi, on fait pas mal d'actions, pour la biodiversité, sur la question, d'égalité femmes-hommes. Par exemple, la plupart des ateliers chantiers d'insertion en agriculture ont, à peu près 30 % de femmes parmi les salariés en parcours. Chez nous, c'est plutôt 70 % et on va pas forcément les chercher, elles arrivent parce qu'elles se sentent, dans une structure où, leurs problématiques vont être, ou leurs spécificités vont être, Mmh. entendues et suivies et accompagnées. Donc et il peut y avoir aussi des personnes en «candidat libre» entre guillemets, voilà, et on vérifie juste que par contre on peut les salarier avec le contrat qui nous lie avec l'État. bien sûr. Et en termes de management, d'encadrement, à quoi est-ce que toi et l'équipe, vous êtes, particulièrement vigilants? Quels sont les soins peut-être, un peu,
différent ou tu vois, à quoi vous faites attention, si vous faites attention à quelque chose, ou est-ce que finalement, tu vois, c'est une idée préconçue et ce sont des salariés comme les autres. Après, quand tu parles pas forcément la langue ou que tu as une vulnérabilité économique, personnelle, de santé, j'imagine qu'il y a des dispositifs un peu spéciaux. Alors, en fait, c'est un accompagnement où on essaye d'accompagner la personne là où elle en est et dans ses spécificités. Donc, en effet, on n'accompagne pas tout seul, on a énormément de partenaires. Et des fois, par exemple, c'est des personnes qui étaient accompagnées, je sais pas, par exemple, par le CIDFF qui accompagne des femmes, et il va y avoir un double accompagnement. Ou l'Amicale du Nid qui accompagne des femmes issues de la traite de prostitution. Donc très souvent, il y a un double accompagnement. Et après, chez nous, à Terre de Mille Pas, on est attentif à la question des femmes. Donc, par exemple, beaucoup de femmes sont en situation, pas forcément à Terre de Mille Pas, mais en général, les familles monoparentales sont tenues, je crois, 80% par des femmes. Travailler quand vous devez aller chercher vos enfants, les amener à l'école, etc., c'est quand même très, très compliqué. Donc, on fait des horaires adaptés pour les parents, femmes ou hommes, qui ont des problématiques qui ne pourraient pas travailler en fait chez nous. Nous, on a des horaires. L'été, par exemple, on travaille de 7h à 15h et on glisse vers l'hiver. On suit un peu le soleil et on travaille de 9h à 17h. Et du coup, par exemple, on adapte les horaires. On a aussi une sensibilité assez forte sur les problématiques spécifiques de femmes, d'accompagnement, de garde, etc. On a aussi toujours cette question de la gouvernance, de se dire que chaque personne à Terre de Mille Pas, que ça soit avec un positionnement de salarié en parcours ou de salarié permanente ou de bénévole, a une place à part entière et peut influer le projet donc dans son domaine. Donc par exemple, nous on a toutes les semaines on fait une réunion avec les salariés en parcours aussi pour voir avec eux que tout va bien, que s'il y a des choses à améliorer, s'ils ont des propositions. C'est un peu, je pense, ça la spécificité et aussi d'avoir cette ouverture sur l'écologie, l'agroécologie, toujours nos sujets de prédilection en fait. Et pardon, d'ailleurs, j'avais envie que tu puisses nous définir l'écoféminisme parce qu'on l'entend depuis tout à l'heure. Quelle est ta définition à toi? Alors c'est rigolo parce que souvent quand on parle d'écoféminisme, pour beaucoup de gens, ça leur parle pas. Moi, quand j'ai découvert ce mot, c'était évident. Donc du coup, je m'étais même pas dit, mais c'est quoi la définition? C'est Françoise Daubonne qui l'a créé, ce mot. Et pour moi, il n'y a pas une définition, il n'y a pas une action. C'est de penser les choses de manière assez systémique et de voir dans l'oppression d'une moitié de l'humanité sur l'autre moitié, des choses qu'on va retrouver dans plein de domaines. Et ça fait aussi le lien, mais du coup j'y reviendrai, mais ça fait aussi le lien avec la gouvernance. Françoise Daubonne disait il faut reprendre le pouvoir aux hommes pour aussitôt le détruire. Et donc c'est des questions de pouvoir en fait. Aujourd'hui, que ça soit dans la question sociale où on a un accaparement de la richesse de l'humanité par quelques personnes, je sais plus exactement les chiffres, mais je me demande si c'est pas une centaine d'humains qui ont la moitié. Avion, ouais. Comment ? Ça tire dans un avion, je crois. C'est ça, ont la moitié de la richesse des 8 milliards d'êtres humains. Je pense qu'on est à peu près 7 ou 8 milliards maintenant. Et donc, en fait, c'est dans l'écoféminisme, ce que je trouve assez intéressant, c'est cette vision, et pour moi, c'est plus une vision, une philosophie, que vraiment des actions concrètes. Une vision que, finalement, tout est lié et interconnecté. L'agriculture, par exemple, on oublie souvent que la première fonction de l'agriculture, c'est de nous nourrir.
On pense pas toujours à celles et ceux qui sont les mains dans la terre pour nous nourrir. Dans le monde, à peu près 70% des humains sont nourris par des petites fermes et principalement tenues par des femmes. Pas en France, pas dans nos pays occidentaux, mais du coup, quand à l'après-guerre, l'agriculture s'est industrialisée en France, avec voilà, une volonté de recycler, et ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est étudié, c'est tous les armements de guerre, que ça soit les chars en tracteurs, on a poussé les agriculteurs à investir, et également sur les pesticides et tout ça, qui sont du recyclage des industries de guerre. La destruction du vivant avec une partie de l'agriculture, elle s'est masculinisée, et aujourd'hui l'agriculture en France, c'est beaucoup d'hommes. Donc c'est pas une question de dire les hommes ceci, les femmes cela, etc. C'est d'essayer de comprendre qu'il y a des systèmes d'oppression systémique et comment on fait pour changer ça. Et comment on voit aussi que les choses sont liées. Aujourd'hui, par exemple, 70% des personnes dans notre pays qui ont recours à l'aide alimentaire sont des femmes. Voilà, parmi les plus pauvres, et finalement de voir cet aspect systémique, il me semble que ça permet d'y répondre mieux et d'y répondre de manière plus juste, plutôt que de le voir que sur un prisme. Et aujourd'hui, dans l'écoféminisme, on voit beaucoup de ce qu'on appelle l'intersectionnalité, donc tout ce qui est les oppressions de minorités, que ce soit les questions de racisme, de minorités de genre, etc., non binaires, sociales aussi. Mais il me semble que dans la question de comment les êtres humains, avec leurs composantes hommes, femmes et même pour certains et certaines non binaires, comment cette oppression, c'est pas une oppression en fait de minorité. C'est une oppression qu'on retrouve à tous les niveaux. Et il me semble que ça, c'est assez unique parmi toutes les oppressions. C'est-à-dire que aujourd'hui, les femmes, parce que voilà, sont à la fois dans un système extérieur à leur foyer où elles n'ont pas forcément les mêmes droits, elles n'ont pas forcément les mêmes salaires, elles n'ont pas forcément les mêmes représentations. Et à l'intérieur du foyer, là où elles devraient être, le foyer, c'est le lieu Sécurité. de protection. À l'intérieur du foyer, c'est là où elles sont le plus opprimées. Il me semble que sur les questions de viol, par exemple, 9 viols sur 10 sont issus d'une personne connue par les femmes. On a poussé les femmes à surtout pas sortir. Le méchant était dehors. Mais en fait, le lieu de danger pour beaucoup de femmes, sur même la répartition des tâches ménagères, etc., en fait, c'est à l'intérieur du foyer. Et du coup, c'est pas une histoire de femmes, c'est une histoire vraiment de comment les humains vivent ensemble, se protègent, se soutiennent. Et donc ça, c'est vraiment quand même, c'est bien l'affaire des hommes et des femmes et des personnes qui se reconnaissent ni dans l'un ni dans l'autre. Et ça, il me semble que c'est systémique et très partagé sur cette planète. Donc, on peut tirer plein de fils avec ces questions sur aussi la manière dont on parle. On parle aujourd'hui d'écriture inclusive, mais c'est quand même bizarre comme terme. Enfin, c'est avec la langue qu'on pense. La langue a exclu. Ça, il y a plein d'études, notamment qu'elle s'appelle Eliane Viennot, qui a fait un travail remarquable sur les recherches, mais elle n'est pas la seule. Des mots comme autrice existaient autrefois, on les a supprimés sciemment de la langue française. Donc en fait, on n'est pas sur la question d'une langue inclusive, on est sur la question d'une langue qui serait non excluante, non exclusive. Et c'est et ça, c'est des choses qu'on
qu'on va retrouver de partout. Quand j'étais enfant, je parlais de ce sentiment d'injustice, mais quand j'étais enfant et qu'on me disait le masculin l'emporte sur le féminin à l'école, bah c'est pas rien quand même. C'est pas C'est vrai rien. qu'on l'a tous entendu, ça. Voilà, c'est pas rien. Et quand en histoire on continue à apprendre, alors à la fois c'est injuste d'aller apprendre aux Kanaks vos ancêtres les Gaulois, mais c'est très injuste aussi dans la plupart des pays de cette planète d'apprendre la moitié de l'humanité ce que a fait l'autre. Moi, quand j'étais à l'école, je me disais mais en fait ça m'intéresse pas tellement de savoir les guerres, les rois. Enfin, j'aurais aimé par exemple savoir comment on éduquait les enfants au Moyen Âge. Ça, c'est des impensés. Donc on est très tôt, je me disais mais il y a quelque chose qui cloche, qui est pas juste. Et ça, c'est dans ce sens-là que c'est systémique et réfléchir à notre humanité, à nos liens entre humains et notamment sur le foyer, ça ouvre beaucoup de portes sur les questions écologiques, les questions agricoles, les questions sociales, de répartition de richesses. En fait, tout est lié. Voilà. Et c'est pour ça que je me retrouve pas mal dans ce terme d'écoféminisme, en fait. Voilà. Et c'est avant tout des questions, comme le disait Françoise Daubonne, hein, des questions de pouvoir. L'idée, c'est pas, contrairement à ce qu'on essaye de faire croire, c'est pas quand on parle de terroristes féministes. Le féminisme, on le valorise pas souvent sur le fait que quand on parle par exemple d'actions non violentes, on va penser à Gandhi, à Martin Luther King. Parmi les grandes révolutions humaines, la révolution féministe, les révolutions, parce que c'est des révolutions, il en faut plusieurs et beaucoup, n'ont jamais tué personne, sont complètement non violentes. Et c'est cette façon aussi d'appréhender, et quand on parle aujourd'hui par exemple aussi de l'écoterrorisme. Enfin, ce qui est quand même violent et terrorisant, c'est ce qu'on est en train de faire à la planète. Et là où on est en train de détruire le vivant. On est en train de partir sur un réchauffement climatique intenable. Tous les scientifiques le savent. Et on va dire que des petits jeunes qui s'attachent à un filet de Roland-Garros ou empêchent la circulation, oh là là, sont des éco-terroristes. Enfin, dans la langue, le langage est vraiment important. C'est dans la langue, avec la langue qu'on pense les choses et qu'on peut ensuite agir. Et voilà. Et du coup, je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est un sujet qui m'anime, mais c'est vraiment cette question oui, systémique en fait. Et qui est passionnante parce que ça nous invite à réfléchir beaucoup sur plein de sujets. C'est un peu ce que dit Olivier Frérot dans son dernier livre, c'est que très certainement qu'on devra avoir l'effondrement de notre civilisation pour en voir émerger une nouvelle, qui sera beaucoup plus éco que égo, et donc ça, il y aura beaucoup plus de liens, et que cette systémie sera peut-être réglée. En tout cas, ces problèmes systémiques seront peut-être réglés. Je sais pas, point d'interrogation. Je pense que c'est comme comme une vie humaine. Quand vous êtes sur votre chemin, idéalement, dans une vie humaine idéale, c'est de progresser, d'avancer. Mais à aucun moment on peut se dire ça y est, j'ai plus rien à faire, je suis écolo, je suis féministe. C'est un travail de toute une vie. Je suis non violent. Moi, je m'intéresse aussi beaucoup aux questions de communication non violente. Et c'est un travail de toute une vie. Et donc, de manière civilisationnelle, oui, je crois en effet qu'on est sur des changements de paradigme de civilisation. Effondrement, je sais pas si c'est un terme que j'ai envie de m'approprier, même si en effet, par exemple, sur la biodiversité, il y a clairement un effondrement de la biodiversité. Est-ce qu'on a un effondrement civilisationnel? En tout cas, on a un changement de paradigme civilisationnel, ça c'est certain. Mais c'est des effets de balancier aussi, hein. Je suis pas sûre que c'est toujours la question qui nous taraude. Et moi qui m'a toujours taraudée, je m'en rappelle d'une question
que j'avais eu en cours philosophique dans un devoir. Est-ce que l'histoire a un sens? Est-ce qu'on progresse collectivement ou est-ce que c'est des effets on progresse, on régresse, etc. Moi, je tends à croire quand même qu'on progresse sur des questions au niveau global, sur des questions justement de droits des femmes, de droits des enfants, de droits de minorités. Il me semble qu'il y a une conscience humaine qui progresse, certes très très lentement, mais qui progresse. Et c'est ce qui fait que je pense qu'on est aussi dans une période passionnante, à la fois inquiétante, parce que on a des enjeux énormes, mais en même temps passionnante. Moi, j'aimerais pas me retrouver au siècle dernier. Je trouve qu'on est en train de vivre une période étonnante. Et en effet, sur des changements de paradigme. Après, dire que ça sera beaucoup mieux, l'être humain est quand même ce qu'il est. Il a encore beaucoup, beaucoup de travail. Il n'est pas très fini, l'être humain, hein. Il a encore beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup de choses à faire dans les années à venir, hein, en termes de guerre, en termes de préservation de cette planète, de répartition des richesses. Il a pas mal de travail sur la table. Mmh. Voilà. Pour revenir sur Terre de Mille Pas, quels sont les résultats ou quels sont les éléments que vous mesurez pour dire ça fonctionne pas, vos indicateurs? Ouais. Je suis pas une fan des indicateurs et voilà, je pense qu'on est allé assez loin sur les démarches qualité, les indicateurs, et cetera. Je l'ai vu beaucoup à l'œuvre au travail, dans mes expériences professionnelles et des fois, j'ai l'impression on passe plus de temps et même aujourd'hui, par exemple, je passe plus de temps quand je recherche des financements, après à remplir des bilans, voilà, plutôt que d'être dans les actions, qui me tiennent à cœur. Je peux dire que, sur Terre de Mille Pas et dans les statuts de l'association, on a déposé, 5 projets. Donc il y avait un premier projet qui était de l'insertion par, le maraîchage et la boulangerie artisanale. Donc aujourd'hui, on accompagne une dizaine de personnes en parcours d'insertion avec ce projet et on alimente à peu près 90 foyers, donc ça représente peut-être 250-300 personnes, chaque semaine en légumes. Ensuite, on a un deuxième projet qui est un projet de justice alimentaire et un projet alimentaire qui se concrétise par pas mal d'actions différentes, mais le cœur de cette action, c'est un projet qui est porté par le réseau Cocagne. Donc nous, on fait partie du réseau. Alors, Terre de Mille Pas fait partie de 3 réseaux, qui sont le réseau Cocagne, donc ces jardins de Cocagne qui sont des ateliers chantiers d'insertion par maraîchage, le mouvement Emmaüs, pour la question lutte contre la pauvreté et on pourra peut-être en parler un moment, le mouvement Emmaüs s'est beaucoup aussi approprié, ces questions, on les connaît moins sur ces sujets, mais agricoles, écologiques, et cetera et la coopérative Oasis qui est issue du mouvement des colibris. Donc comme je vous le disais, j'ai pensé Terre de Mille Pas en suivant un MOOC, de Oasis et du coup, c'est une coopérative qui est très intéressante aussi et qui met en lien des tas d'écolieux, il y en a énormément en France et voilà, on fait partie de ces 3 réseaux-là. Quand j'ai pensé Terre de Mille Pas, on n'était dans aucun réseau et je connaissais très peu finalement, c'est nos 3 réseaux et j'ai découvert aussi tout ce que faisait le réseau Cocagne. C'est un très beau réseau et notamment donc je parlais du deuxième projet Terre de Mille Pas sur la question alimentaire. Le projet alimentaire du réseau Cocagne, c'est vraiment l'accessibilité alimentaire. On se situe pas mal dans dans la manière de penser de la sécurité sociale et alimentaire, de se dire ça devrait pas être du luxe d'avoir accès à des légumes de qualité, de saison, biologiques et aujourd'hui ça l'est. Et donc le réseau Cocagne a pensé à un système de cofinancement où des foyers en situation de faible revenu peuvent accéder au panier de légumes
à un prix de 1/3 du prix que nous on vend. Par exemple, le panier moyen est vendu à 12 €. Donc c'est des personnes qui peuvent accéder à ce panier à 4 € et il y a un système de cofinancement, un tiers qui est pris en charge par le partenaire social avec lequel on travaille et un tiers du réseau Cocagne. Et c'est ça, donc voilà, c'est une des actions, mais il y en a beaucoup d'autres aussi. C'est, pour moi, l'alimentation, elle touche tellement de choses. Elle touche la question de la santé, du bien vivre ensemble, d'expertise, notamment souvent tenue par des femmes et peu reconnue pour elles, hein. Les grands chefs cuisiniers sont des hommes, mais bon, c'est quand même à la base, la cuisine sur cette planète est souvent tenue par les femmes et autour du projet alimentaire, on a des repas partagés, à la ferme. On a des temps de cuisine aussi où les salariés, peuvent, cuisiner les légumes qu'ils cultivent et donc c'est vraiment cette connexion, de la fourche à la fourchette, qui me semble, hyper intéressante. Avec l'alimentation, on touche tellement de choses et ce que j'aime aussi dans le réseau Cocagne, dans cette manière de penser le projet alimentaire, c'est vraiment d'être sur le plaisir aussi de manger, de partager un repas. Ça touche aussi quelque chose de culturel, de l'ordre de la pause aussi, du lien humain, de ce qui nous rassemble, ce qui nous lie autour d'un bon repas. Alors encore plus en France, c'est quelque chose de très important. On est toujours en train de parler de nourriture quand on mange et donc voilà, c'est vraiment un des projets aussi, centraux et avec plein on anime aussi des temps où on essaye de penser, encore une fois, vraiment tout ce côté de la graine jusqu'au compost, en passant par l'assiette. Donc ça, c'est le deuxième projet. Donc premier projet insertion, deuxième alimentation. Il y a un troisième projet qui est plus un projet, tiers-lieu, c'était de se dire: la ferme, c'est une ferme publique, elle ne nous appartient pas, hein, finalement, elle appartient à tout le monde. Comment on en fait un lieu aussi de passage, de mixité, voilà, nous on accueille pas mal, chaque fois que des étudiants veulent, venir sur la ferme, c'est toujours chouette. On les accueille bras ouverts. Les derniers étudiants qui sont venus, ont fait un très beau film, sur la ferme qu'on peut voir, qui est accessible sur le site de Terre de Mille Pas et donc ils sont venus, ils étaient 5 étudiants en licence, à Lyon et ils sont venus faire un reportage de, 13 minutes. Ils ont fait aussi pour leur cours, ils ont fait aussi une version, plus longue. Voilà et c'est, donc le réalisateur, l'étudiant réalisateur Nils Carbonel nous a offert le film. Donc c'était des chouettes, moments. Voilà. On a aussi, comme j'en parlais, des temps la dernière fois, c'est l'ADAR qui est une structure qui accompagne à l'installation paysanne. Donc c'est une association, c'est vrai que de par nos, de par nos actions assez systémiques, on est en lien avec énormément d'associations, d'agriculteurs et cetera. L'ADAR, c'est un des premières associations qu'on a contactées. Justement, vous me demandiez comment on a trouvé la ferme. C'était on est allé voir l'ADAR rapidement, comment on s'installe en agriculture et donc là, l'ADAR, c'est l'ADAR qui a organisé un théâtre forum sur la place des femmes dans l'agriculture. Nous, on s'est dit: génial, on a un hangar, on va faire un peu de place et voilà. Donc c'est, le troisième projet Terre de Mille Pas, c'est vraiment ça, c'est d'être, là, le 23 novembre, on va faire un chantier participatif et c'est la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, qui œuvre pas que pour les oiseaux, mais pour toute la biodiversité, qui va animer un chantier de création d'une mare juste devant la ferme pour la biodiversité, juste pour cette fonction-là. Et donc, dans ces moments-là, on a des gens qui viennent de partout, des bénévoles habitués et puis des personnes qui viennent juste le temps d'un. Donc voilà, c'est une ferme, dont l'objectif est d'être très ouverte. C'est pas juste, on est entre nous, les salariés et ensuite 2 autres projets qui se réunissent. C'est vraiment le cœur aussi du projet Terre de Mille Pas, en fait, qui sont, l'essaimage de ferme. Aujourd'hui, en toute modestie, puisqu'on est une toute petite association, mais vraiment, il y a urgence à penser notre agriculture.
tout le monde, tout le monde mange tous les jours, mais se pose pas tellement la question d'où vient notre nourriture. 200 fermes disparaissent chaque semaine en France. Ça, c'est les chiffres Terre de Liens. De plus en plus, des grosses firmes s'accaparent nos terres. Qui détient la terre? Qui détient l'agriculture aujourd'hui en France? Et ça, c'est des questions qui devraient nous animer, nous tous et tous, les citoyens et citoyennes. Quand il y a eu la crise du Covid, on s'est dit en fait que finalement d'avoir une alimentation de proximité en cas de, je sais pas si on peut parler d'effondrement, mais de toute façon, c'est évident que le pétrole va diminuer, l'accès à l'énergie va diminuer. De penser l'agriculture de demain dans un monde complexe, avec peut-être moins d'accès énergétique, etc., c'est quand même un sujet, il me semble, essentiel et finalement qui est pas tant pensé que ça. Par exemple, sur la métropole de Lyon, 95% de ce qui est de l'alimentation des habitants et habitantes de la métropole viennent de l'extérieur de la métropole et 95% de ce qui est produit sur notre territoire va à l'extérieur. C'est quand même fou. Alors là, la métropole actuelle a beaucoup travaillé sur ces questions agricoles, a été depuis plusieurs années, à essayer de relocaliser. Il me semble qu'ils avaient l'ambition, alors je ne sais pas où ils en sont, de relocaliser 30% de l'alimentation. Donc ils ont beaucoup œuvré justement sur... Nous, c'est vrai qu'on est arrivé en mars 2020 sur un contexte assez favorable, politique, que ce soit au niveau de la métropole, de la ville. Et donc ça, c'est un sujet où dès le départ, on s'est dit, on a envie, à notre petite échelle, d'accompagner l'installation paysanne. Parce que ça nous semble un enjeu majeur pour les générations actuelles et à venir. Et un autre, donc ça c'est le numéro 4, si vous suivez. Et le 5e projet, c'était de dire que aujourd'hui la problématique de logement, moi je ne m'habitue pas au nombre de personnes qui sont dehors. On est dans un pays, un des plus riches du monde. J'ai vu depuis plus de 20 ans la pauvreté s'installer dans notre pays, mais vraiment, il y a 100 femmes qui accouchent dans les rues de Paris chaque année en France. On va à côté de la gare, on voit des enfants, des bébés dans la rue. Comment on peut accepter ça? Pour moi, c'est pas possible. Il y a des associations lyonnaises qui œuvrent pour des femmes sans abri, mais qui essayent de les loger. Elles ont été au gymnase d'Argent il y a quelques mois, je crois. Elles ont été évacuées, des femmes et des enfants, chez nous, qui ont été évacuées en pleine nuit sans relogement. Ça, en fait, on n'en parle pas. C'est des non-sujets. Et du coup, il me semble que le logement, il est vraiment important. Et donc, dans ces deux... Et j'ai envie de faire aussi une aparté sur les femmes. J'entends souvent la phrase quand en Afrique, on aide les femmes, on aide toute la communauté. Mais ce n'est pas que valable en Afrique, c'est valable chez nous. C'est valable chez nous. C'est-à-dire que les personnes les plus vulnérables, les plus pauvres, etc., c'est souvent les femmes. Si vous aidez les femmes, et c'est souvent des impensés, pour le logement, vous aidez leurs enfants, vous aidez toute la communauté en vrai. Et donc, les 2 projets, essaimage de ferme et logement pour femmes, sont en train de se réunir dans un projet qui est porté par Terre de Mille Pins, qui s'appelle Des femmes et des fermes. Et on s'est donné une année, 2024, pour le penser avec des femmes, par des femmes et pour des femmes. Donc, il y a un groupe de travail qui s'est constitué, qui est constitué de 5 femmes en parcours d'insertion de Terre de Mille Pins, 2 compagnies Emmaüs, 2 agricultrices et 2 bénévoles. Et du coup, on est en train de refaire ce qu'on a fait pour Terre de Mille Pins, mais c'était plutôt des personnes
favorisés, hein, qui ont accès, qui ont un accès à un bagage culturel, financier, et cetera, qui ont pensé et le premier collectif de Terre 2020, donc 2021, je vous expliquais, on a créé des tas de groupes, recherche de ferme, communication, question des femmes, et cetera, et on a abouti sur cette ferme à Saint-Didier au Mont-d'Or. L'idée là, donc en 2024, c'est de penser ce projet par des femmes en situation, soit situation agricole, soit de situation de fragilité, de vulnérabilité, quelle qu'elle soit, quel que soit ce qu'on peut y mettre derrière ce mot. Et donc l'idée, c'est de aujourd'hui, dans l'installation agricole, on voit vraiment émerger de plus en plus. Déjà, l'installation agricole, à peu près la moitié des installations aujourd'hui, viennent de ce qu'on appelle les NIMA, les non issus du milieu agricole. L'agriculture, ça reste un métier très dur. Les enfants d'agriculteurs et d'agricultrices n'ont pas forcément envie de s'installer en agriculture. Et aujourd'hui, il y a quand même vraiment besoin. Et en même temps, il y a des gens qui viennent pas, beaucoup d'ingénieurs agronomes, qui viennent pas du milieu agricole, mais qui ont l'envie de s'installer. Et aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui émerge. Il y a quelques années, l'envie d'installation agricole des non-issus du milieu agricole, c'était un peu le modèle ferme du bec et loin. Pour ceux qui connaissent un type micro-ferme, permaculture, etc. Et là, de plus en plus émerge l'envie de l'installation collective. On voit beaucoup de liens entre, là, si on reprend un peu les termes d'Olivier Frérot, civilisationnel, entre l'individuel, et là, on est de plus en plus sur la recherche de collectif. Ça passe par les oasis, c'est principalement des habitats participatifs. Aujourd'hui, la façon de se loger, il y a beaucoup de gens qui ont envie de réinventer comment on vit ensemble, on loge ensemble. Donc, et ça, c'est assez intéressant à voir. Et au niveau agricole, c'est pareil. L'agriculture, ça reste dur. Et de s'installer à plusieurs, ça permet d'être moins pris sur les week-ends, d'avoir des vacances, et c'est tout ça qu'on a envie de tricoter, de réfléchir avec ce projet des femmes et des fermes. C'est vraiment une installation agroécologique, sociale et collective. Et aujourd'hui, c'est un peu c'est un peu ce qui me tient à cœur, c'est de me dire comment on donne accès quand on a les codes, la situation culturelle et financière, etc. Comment on donne accès, tout ça, que ce soit l'alimentation, le logement, l'installation agricole, à des personnes dont le parcours fait qu'ils n'y ont pas accès. Voilà. C'est marrant ce que tu dis parce que moi je suis petit-fils d'agriculteur et moi j'ai toujours entendu dire agriculteur c'est un métier de chien. Donc moi j'ai grandi avec ça en fait, en disant mais en fait jamais j'irai là-dedans. Ouais. C'est comme tu disais tout à l'heure, le masculin l'emporte sur le féminin. J'ai assisté à une conférence il y a pas longtemps sur le rapport à l'argent. Quand on dit lave-toi les mains, l'argent c'est sale, là, ça construit quand même pas mal de choses autour de ça. Moi j'avais deux choses que sur lesquelles je voulais revenir. C'est sur le côté non persistant des messages. Avec le conflit russo-ukrainien, on a compris que le grenier de l'Europe en fait était compliqué que c'était compliqué pour nous d'aller se fournir auprès de ce grenier-là, et qu'en fait on n'aurait plus de pain, que le prix avait pris une flambée dingue. Je sais pas si les grains de moutarde ça vient aussi d'Ukraine, mais en tout cas il y avait plus de moutarde pendant 4 mois, et donc en fait ça devenait presque une dose de drogue pour ceux qui arrivaient à choper de la moutarde. Et je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à capter en fait ça, en disant mais en fait reprenons en fait entre guillemets le pouvoir d'agir, et pas le pouvoir mais le pouvoir d'agir sur le fait de reprendre le contrôle de notre assiette, parce que c'est ça en fait qui est un essentiel pour nous en fait. Bien sûr. Bien manger, bien boire. Et moi j'avais eu l'espoir qu'avec le Covid, le terme essentiel allait pouvoir rester dans notre quotidien, et en fait pas du tout.
le jour où on a été déconfinés, je raconte souvent cette anecdote, on est déconfinés le 11 mai, date de mon anniversaire, Macron nous avait fait un super cadeau. On se balade, on a notre petit homme, dans la rue, Mila pardon, qui a, 4 semaines, 3 semaines, et la rue Édouard Herriot à Lyon, les boutiques pleines à craquer, toutes les boutiques de luxe pleines à craquer, et on se réenfile dans le système, tel qu'il était. Et j'ai une je le partage, et je sais pas si toi tu as une explication, mais je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à être consistant là-dedans, en fait, à garder ça en tête en disant: «OK, c'est vraiment ça l'essentiel et gardons cet essentiel». Je sais pas. Le C'est système, quoi il est ton puissant. Comment on en est arrivé là à pousser nos jeunes à acheter des marques? Ils payent cher des marques. Enfin, normalement, pour faire de la publicité, on est payé pour. Enfin, c'est le système consumériste, il est Ouais, puissant. Ils ont de l'argent, heu et l'être humain est, aussi malin qu'il soit, il a un côté à la fois très intelligent et à la fois, pas, très, ouais, de pas aller voir plus loin que le bout de ses chaussures. Et ouais. c'est vrai que, Et tu vois, tu disais, il y a toujours autant de SDF. Je c'est discutais pas il hier y a toujours enfin, autant, non, il y a non, de non, mais plus de plus en en plus. Non, plus. non, mais de plus en plus. Et tu vois, j'en discutais hier avec un ami, Quentin, pour pas le citer, qui se dit: «Moi, j'aimerais que mon prochain projet soit plutôt un projet social, et cetera». Il a vécu à Cherbourg, et il me partageait en disant: «En fait, Cherbourg, il y a une centaine de SDF», donc il dit: «C'est hyper facile. Tu achètes un immeuble, tu loges tous les SDF dedans et tu règles le problème des sans domicile fixe de Cherbourg». Lui, il le fait à son échelle sur une personne, qui est une contribution de colibri, mais c'est Mmh. hyper important Mmh. qu'il ait cette contribution-là, et je trouve ça génial, ce qu'il porte. Mais on peut le faire. Mais on se disait dans la foulée, mais structurellement, 2 ans plus tard, on retrouve 100 nouveaux SDF, en fait. Et donc là, c'est C'est encore une fois, le sujet, il est systémique, c'est structurel. ça. Il y a un merdier quand même dans lequel on C'est est. ça. Je sais pas le dire autrement. Heu Il y et a et c'est là où moi je suis toujours très admiratif de ces associations qui se lancent, viennent en fait pallier à un problème, finalement de l'État, qui sont aujourd'hui pas foutus de gérer. Mais des fermes des terres de mille pas, il en faudrait, 1000 en fait. mmh, ouais. Il en faudrait, 15-20 autour, d'une métropole comme Lyon, et donc il faudra arriver à faire ça dans les, 10-15 métropoles, heu Le Je pense déjà qu'il y a un petit souci en France, c'est qu'on n'a pas beaucoup de gratitude pour nos services publics, déjà. Il me semble que dans les pays du Nord, ils ont, du style, 2 fois plus de fonctionnaires qu'en France et ils en font une richesse. Chez nous, j'anime chaque année, enfin j'anime pas, je fais une formation, à l'INSA de Lyon sur le master spécialisé sur les questions de collectivité locale. Je suis étonnée de voir que les gens ne connaissent la plupart des Françaises et Français ne connaissent pas leurs services publics. N'ont aucune idée que quand ils sortent, le jardin, le parc de la Tête d'Or, c'est des jardiniers de la ville de Lyon, des fonctionnaires, alors on connaît un petit peu, notamment avec le Covid, la fonction publique hospitalière, mais finalement, en fait, on va pas défendre, nos services publics. Déjà, on les connaît pas très bien, très peu. Notre poubelle, quand on la sort de chez nous, elle disparaît pas toute seule. Il y a des fonctionnaires ou des gens missionnés par, des fonctionnaires et ça va à tous les niveaux. C'est-à-dire l'eau qui arrive à notre robinet, tout mmh, ça, c'est pas, magique, il y a des humains derrière et il y a un fonctionnement qui a été mis en place, que ça soit, par exemple, la sécurité sociale et cetera et en fait, on n'en a pas beaucoup connaissance et 2, aujourd'hui, c'est facile de dire: «On va faire des économies là-dessus». Mais ça devrait être des débats ça, des débats nationaux.
quelle fonction publique on veut, quel service au public on veut. Aujourd'hui, là, j'ai appris il y a pas longtemps, j'ai pas vérifié, mais j'ai appris, quelqu'un m'a dit, que je crois que c'est les HCL de Lyon qui lancent une collecte de financière privée. C'est fou. En fait, on a des collectivités locales qui ont de moins en moins d'argent, du service public qui a de moins en moins d'argent. Pourquoi ils ont moins d'argent ? Pas parce que c'est mal géré, pas parce que c'est des choix politiques d'aller récupérer l'argent là où il est et de le redistribuer. Et donc, nous, petite association à notre petite, je vois de plus en plus un système un peu à l'américaine où en fait, il faut aller chercher l'argent pour pouvoir faire ce qu'on fait nous. Quelqu'un qui vend des bouteilles de Coca-Cola, il peut faire de l'argent. Tout en polluant, tout en Amazon, etc., peut-être en maltraitant des humains, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle des externalités négatives. Elles sont pas, ils les payent pas vraiment. Mais par contre, quand vous avez une association comme Terre de Mille Pas qui a des tas d'externalités positives en termes de santé humaine, à tout niveau, de santé des êtres vivants, etc. Ça, c'est pas rémunéré. Et donc aujourd'hui, on nous amène de plus en plus à aller chercher l'argent auprès de fondations, auprès de ceux qui ont les finances, qui sont pour certains responsables aussi du bousin dans lequel on est aujourd'hui. Et on pousse les associations de plus en plus vers du privé, des financements privés. Nous, on a très peu de financements publics, alors qu'on a plein de missions de service public et que le modèle économique d'atelier chantier d'insertion, il a été pensé avec des financements publics. Alors, on a toujours les financements de conventionnement avec l'État, mais une partie du budget, normalement, c'est les financements publics locaux, on les a plus. Et pas parce que les collectivités locales veulent pas financer, c'est qu'elles-mêmes, elles ont de plus en plus de mal à financer toutes les actions au service du citoyen. On est en train d'accepter collectivement en France d'avoir des services publics de moins en moins bonne qualité. Et c'est un impensé aussi. On pense qu'en fait, on va faire des économies. Mais de quelles économies parle-t-on, en fait ? C'est quoi la difficulté quand on est écoféministe d'aller récupérer du financement privé dans des entreprises où généralement les grandes entreprises sont gérées par des hommes? Ou alors je suis à côté de la plaque? Je sais pas si... alors, pour le coup, à Terre de Mille Pas, comme on œuvre sur beaucoup de domaines, je dirais que c'est assez facile. Il y a beaucoup d'appels à projets. C'est assez facile d'aller chercher des financements suivant... moi, je peux aller chercher des financements sur la question sociale, sur la question alimentaire, sur la question, en effet... Alors, il faudrait regarder, mais il me semble que les projets vraiment femmes représentent très, très, très peu de la philanthropie et des financements philanthropiques. Je crois que c'était dans la lettre de Raja qui disait 5%, il me semble. Donc c'est en effet très, très peu. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup... Si, pour des femmes et des fermes, on a des financements spécifiques sur le projet femmes. Je pense pas que ça soit... C'est plus en fait que je passe mes soirs et week-ends à chercher des financements pour faire tourner le truc. Et c'est pas tant les financements qui manquent que d'être dans un truc où en fait je passe du temps à répondre à des appels à projets, à faire des bilans, etc. Et aujourd'hui, on pousse les associations. Il y a encore 10-20 ans, les associations avaient des financements souvent assez pérennes, notamment publics. Et du coup, c'était vraiment les très grosses associations, pas des petits machins comme nous, mais vraiment des grosses associations qui avaient des chargés de partenariat qui étaient payés pour chercher des financements. Là, de plus en plus, même nous, on est en train de réfléchir à payer des personnes, parce que moi, je peux plus y passer mes soirs et week-ends. Ça fait 4 ans que je fais ça. J'ai envie d'avoir aussi une vie derrière. Et donc là, on est en train de réfléchir pour 2025 en se disant, je vais pas pouvoir continuer comme ça, de payer de la prestation pour chercher des financements. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Donc, sur l'écoféminisme, je crois pas que... là aussi, du coup, c'est vrai que Terre de Mille Pas est arrivé à un moment, je dois dire, c'est des sujets qui m'animent depuis que je suis toute petite, où en fait, on n'en parlait pas et je me disais, mais il y a que moi qui pense qu'il y a un souci là, sur l'écologie, sur la question d'égalité femmes-hommes. Et là, je suis quand même... Terre de Mille Pas est arrivé à un moment
très favorable quand même. Aujourd'hui, il me semble que même si les actions sont pas là, MeToo est passé par là, il y a une prise de Mmh. conscience. Alors malheureusement, les rapports à l'égalité, femmes-hommes montrent qu'il y a aussi beaucoup de régression et beaucoup de retours en arrière, notamment dans la jeunesse, hein. C'est quand même, effarant. Mais le constat est quand même plus partagé. Pareil sur l'écologie. Aujourd'hui, je pense qu'à part quelques réfractaires, presque tout le monde a conscience qu'il y a un problème climatique et de biodiversité. Là où c'est plus compliqué, c'est dans les actions. C'est que là, il faudrait quand même se mettre, il faudrait agir là. Il faut juste pas être que Mmh. sur le constat. C'est qu'est-ce qu'on fait maintenant avec toute cette connaissance-là? Et du coup, j'ai pas l'impression au contraire, j'ai l'impression que Terre de Mille Pas suscite beaucoup d'adhésion et beaucoup de manière générale. Et ça, c'est plutôt chouette. Et ça, c'est plutôt, Mmh. soutenant. Et toi qui as les mains dans la terre, au quotidien ou presque, quand tu ne fais pas de dossier administratif, qu'est-ce que tu vois, comme difficulté, justement liée à la transition écologique ou au réchauffement ou et c'est pas que le réchauffement parce que c'est aussi les différences de température qui s'enchaînent, en veux-tu, en voilà et où on a en tout cas nous, alors même qu'on n'a pas les mains dans la terre, l'impression que ça déconne un peu donc quel est l'impact pour toi quand tu cultives? Et ben, ça m'a un peu rassurée ou pas, ou ça m'a inquiétée, un peu des 2. Quand, Françoise qui est, l'agricultrice qui a nourri, ma famille pendant 20 ans, est venue au Théâtre Forum et je lui partageais le fait que, cette année, là, à cette époque-là, on n'a plus du tout de légumes d'été, j'étais un peu catastrophée sur le manque de production qu'on avait et elle me disait depuis 25 ans qu'elle est agricultrice dans les Monts du Lyonnais, en agriculture bio. Elle me disait que, c'était la pire année. Donc oui, en effet, on a de plus en plus des effets à la fois de réchauffement, mais aussi de dérèglement, climatique. Là, cet été, finalement, on était assez contents, on va dire, de pas qu'il fasse pas trop chaud, mais en même temps, on a eu un printemps très pluvieux, un automne extrêmement pluvieux et quand je regarde parce que du coup, on a une plateforme, où on peut regarder tout ce qui a été fait, les paniers de l'année dernière, où on avait encore des courgettes, des tomates et cetera. Là, on a basculé de suite sur, les légumes, d'hiver, hein, les poireaux, les courges et cetera. C'est du chiffre d'affaires, en moins. C'est évident que l'agriculture qui travaille avec le vivant est impacté, va être impacté de plus en plus et c'est pour ça que je trouve assez intéressant. Nous, on s'était dit qu'à un moment, il y aura de la place pour, de l'étude, de la recherche autour de l'agroécologie. C'est des sujets qui sont passionnants et où en fait, souvent on croit, l'agroécologie, c'est, la manière dont cultivaient nos grands-parents ou arrière-grands-parents, mais c'est pas vrai. C'est aussi ça le génie humain, c'est, d'essayer de comprendre, d'avancer dans la connaissance et c'est passionnant. Donc oui, il y a des choses, qu'on va faire un peu comme, il y a 100 ans, mais il y a aussi beaucoup de connaissances aujourd'hui, de plus en plus sur la terre, sur l'impact par exemple des arbres, hem, sur, et ça, il va falloir aussi, aller sur ces terrains-là de recherche, heu et c'est valable aussi même pour les semences. Enfin, toute l'agriculture finalement, elle est impactée à la fois au niveau du sol, au niveau de la croissance, au niveau du climat, au niveau de l'accès à l'eau aussi. C'est des sujets en fait, toute l'agriculture, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que, ça tire beaucoup, Mmh. beaucoup de fils. De santé, d'écologie, de ce qui arrive dans nos assiettes, de culture, et on rémunère tellement mal les agriculteurs et les agricultrices. C'est quand même, enfin, de manière générale, ça aussi, c'est systémique. Comme les Que profs. enfin
Et finalement, les métiers les plus importants et ça le Covid nous l'avait montré aussi finalement, ceux qui étaient en première ligne, qui étaient là, le personnel de santé, les profs, les agriculteurs, agricultrices, tout ce qu'on appelle le métier du care et cetera, c'est les plus mal rémunérés. Donc vous pouvez, vendre des bouteilles de Coca-Cola et faire fortune et par contre, vous nourrissez les autres en essayant de respecter le plus possible la terre parce que c'est quand même à chaque fois des équilibres, financiers, de temps, qui sont pas simples, hein, vraiment pas simples. Moi, je découvre aussi, entre cuit, les petits oiseaux, la permaculture, et la réalité c'est pas pour rien aussi que les agriculteurs sont mécanisés, ont utilisé des produits chimiques. C'est que c'est un métier qui est dur. C'est un métier qui demande énormément de temps et si on le rémunère pas à sa juste, valeur, ben, en fait, on est tous responsables, toutes et tous responsables de l'agriculture, aujourd'hui, comment elle est en France et hem et ouais, métier de chien, je repense à cette expression terrible, Mmh. terrible. Et c'est ça aussi qui est assez intéressant avec, l'émergence là de jeunes qui s'installent en agriculture. Il y a aussi l'idée, par exemple, on commence à trouver pas mal de scopes dans les installations collectives et on trouve l'idée aujourd'hui que on n'est pas obligé de devenir finalement agriculteur ou agricultrice toute sa vie. On peut aussi faire une étape. Aujourd'hui, de plus en plus, notamment, je vous le disais tout à l'heure, il y a énormément d'ingénieurs qui se retrouvent à créer maraîchères. Et on peut le comprendre, c'est un métier qui est passionnant, qui est très technique, qui est très organisationnel et en même temps très manuel. Enfin, qui mêle à la fois de l'organisation, de chaque légume. Moi, je suis fascinée de voir comme chaque légume a son itinéraire technique, sa manière de récolter, sa manière de fonctionner. C'est un domaine de connaissances, mais sans fin. C'est passionnant et en plus, une année vous réussissez, vos salades, l'année suivante, elles sont toutes mangées par les limaces. Enfin, ça vous demande en permanence une adaptation, mais finalement, là, ce que nous disent aussi les NIMA, et pour moi, l'agriculture, finalement, ne devrait pas être une chasse gardée. On devrait, développer, c'est ce qui se fait aussi en ville, des jardins partagés, en fait, plus il y aura de gens qui s'investiront dans la production de nourriture et plus on sera aussi, résilient et être agriculteur, ça peut être aussi une période de sa vie. Mmh. Ça peut être pendant 10 ans, je produis des légumes, je produis du pain, et puis, à un moment, j'ai envie de faire autre chose. C'est fini l'époque finalement, et ça c'est valable dans tous les métiers, c'est fini l'époque où on faisait, la même chose, on était fils de boulanger, on faisait boulanger toute sa vie. Aujourd'hui, on le sait, les personnes, la plupart des gens font plusieurs métiers dans une vie et c'est ça aussi qui est chouette et qui est passionnant. Et c'est valable pour l'agriculture aussi, je pense. Moi, tu disais que tu as connu le monde du privé, aujourd'hui tu es dans le monde de l'associatif, de l'association, pardon. Hem, à quoi tu as dit au revoir et à quoi tu as dit bonjour en quittant ces mondes? Ah, c'est intéressant ça. J'ai fait un peu les 3. J'ai commencé ma Ouais, vie professionnelle dans le privé, après dans le public et après dans l'association. ouais. À chaque fois, justement, j'ai dit au revoir et j'ai dit bonjour. Dans le privé, j'ai dit au revoir, à un système financier qui m'intéressait pas, même si j'étais pas dans une méchante boîte, hein, pas du tout. Je faisais du bureau de contrôle et j'avais à cœur, en fait, de travailler au service du public. Donc voilà, après une grosse partie de ma vie professionnelle, j'ai travaillé à la ville de Lyon, en collectivité locale. Je me suis rendu compte que je travaillais beaucoup plus à la ville de Lyon que, dans le privé, contrairement aux idées parce que moi aussi, hein, j'en avais des idées reçues, mais des fonctionnaires qui sont investis dans leur métier, c'est comme, dans tous les domaines, on essaye de mettre les gens dans des boîtes, mais il y a 50 000 façons d'être fonctionnaire, il y a 50 000 façons de travailler, dans le privé. Mmh. C'est pas, blanc, noir, voilà. Donc j'ai trouvé des fonctionnaires très investis dans leur mission et cetera, mais moi, je me suis beaucoup intéressée, par exemple, dans le domaine associatif, grâce à Anne-Gaëlle Erard que j'ai rencontrée dans le milieu associatif, à toutes les questions de gouvernance et notamment
J'ai été fascinée par les outils de la sociocratie. Donc nous, on utilise la sociocratie, les outils en tout cas. Je préfère dire on utilise des outils parce qu'à un moment donné, j'ai vraiment beaucoup de mal avec le dogme. Je pense que c'est un des problèmes humains, c'est de penser qu'à un moment donné, il y a un dogme. Moi, la connaissance humaine, elle est sans fin. Donc à un moment, il y a des outils qui sont intéressants et du coup, c'est chouette de s'en servir, mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Donc voilà, en ce moment, moi, ce que je connais le mieux en gouvernance, c'est les outils de la sociocratie. Et j'ai essayé un peu de les distiller dans dans mon service et tout. C'est hyper dur. C'est hyper dur de changer des modes d'organisation de travail et cetera. J'ai travaillé beaucoup, sur les questions de santé et sécurité au travail. C'est aussi tout un domaine qui m'interpelle. Comment on a des organisations qui broient les humains, qui veulent bien faire, qui veulent bien travailler et en fait, on les empêche tout le temps par des systèmes oppressifs de fonctionnement. On fonctionne dans le travail comme on fonctionnait au siècle dernier. Mais on peut plus travailler comme ça. Plein de gens démissionnent, veulent faire différemment. Et ça, je voyais plus comment dans le service public où finalement, je reste très attachée à cette question de service public. Mais moi, je voyais plus comment je pouvais travailler comme ça. Et puis, bon, j'avais quand même ce projet comment dire, qui me touchait, qui m'appelait en fait depuis longtemps. Et donc, ce que j'ai dit au revoir, c'est à une rémunération. En fait, du coup, je suis payée de moins en moins pour travailler de plus en plus. Donc là, il y a des moments où je me dis, en termes de décroissance, sur la décroissance financière, en effet, mais sur la décroissance de travail, j'ai encore du travail à faire. Faut que je baisse donc, ouais, il faut que je baisse en termes de quantité de travail. Et oui, c'est des choix financiers qui sont pas simples. Notamment quand on est mère de 3 enfants, j'ai quasiment divisé par 2 mon salaire. C'est des choix financiers importants. Mmh. Et après, c'est d'œuvrer dans un truc qui nous anime et ça a pas de prix. Voilà, j'ai dit au revoir à ces organisations et cetera et bonjour à, une manière de travailler, entre humains, sur des sujets qui me tiennent à cœur, où on a beaucoup de liberté, beaucoup d'agilité pour s'adapter, pour évoluer et ça c'est passionnant et Et physiquement, est-ce que tu te sens en meilleure forme, en meilleure santé ou pas forcément? j'ai la chance d'avoir une constitution, d'avoir une très bonne santé. Ça et heureusement parce que un très bon sommeil et ça a toujours Ça a été. toujours été. Donc Ma question, c'est en retrouvant du j'ai sens beau aussi, est-ce que mmh, ça a, toi, une mmh, influence? Non. non. Non parce que, par contre, je travaille trop. Donc en fait, oui, je travaille dans des sujets qui m'animent, mais là, je travaille trop. Donc heureusement que j'ai une très bonne santé, une très bonne, constitution et un très bon sommeil, mais ça, je l'ai depuis toujours. C'est ça, je le sais, c'est un peu ma force, en fait. Voilà. Bon, génial. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et qui te tient à cœur? Il y en a il me semble Ou qu'on a plusieurs, hein? ouais, peut-être un focus, on a un petit peu parlé de la sociocratie, mais quand même, un focus aussi sur la communication non violente. Il me semble que c'est que c'est au cœur de nos organisations, nos manières de fonctionner, et cetera. On a besoin d'un monde qui réfléchit à la manière de communiquer, d'agir, c'est valable pour les guerres, mais c'est valable moi, j'ai beaucoup appris aussi, en tant que maman, avec mes enfants et il me semblait que c'était juste, ah bah, il suffit de pas taper ses enfants et on est dans un truc non violent. C'est bien plus complexe que ça et à la fois, c'est très simple quand on voit, Marshall Rosenberg qui a théorisé, ça tient en 4 points et en même temps, c'est le travail de toute une vie et je me dis, il y a une,
chez l'humain aujourd'hui, on saurait comment mieux gérer nos émotions, nos manières d'agir, de parler, de communiquer. Et encore une fois, c'est le travail de toute une vie. Personne peut se dire: «Ah ben ça y est, moi, j'ai atteint le Graal de». Mais en fait, on le fait pas, on le met pas au cœur de tout à l'heure, on parlait, des professeurs, on le met pas au cœur de l'école, du vivre ensemble. Et c'est moi, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, finalement, plus que, le le réchauffement climatique, c'est comment on œuvre ensemble. Et avec la montée du Front national, j'ai du mal à appeler ça rassemblement, c'est tout sauf un rassemblement. Hem et aujourd'hui, ces idées nauséabondes qui sont déversées sur les réseaux, dans nos médias, enfin, c'est pas rien quand même que, une grande partie de notre Assemblée nationale aujourd'hui soit, soit occupée par, des gens d'extrême droite. C'est pas comme ça qu'on va résoudre nos problèmes, vraiment. Et c'est pas en essayant de toujours taper sur les mêmes. Et moi, je le vois là aujourd'hui dans là, les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, elles pleuvent. Et sur des notamment des femmes vulnérables qui ont, qui sont en France depuis des années, qui ont montré qu'elles enfin et qui, j'ai l'impression qu'on est comme Picsou là sur notre tas d'or à essayer de repousser l'envahisseur, mais qui on est pour faire ça? Comment, en quoi la France nous appartient? Vraiment, on a eu la chance, moi j'adore notre pays, je me dis mais là en ce moment j'ai un peu honte, hein, je reconnais que, ce qui s'y passe m'inquiète énormément. J'ai eu la chance de naître dans ce pays, enfin je me dis: «C'est incroyable, on a un pays qui est incroyable avec». Mais c'est pas, j'ai rien mérité pour ça, en fait. Des gens qui ont traversé la Méditerranée, ils sont un peu plus méritants que nous, pour arriver sur ce territoire. Alors je dis pas que c'est simple. Bien sûr que c'est compliqué. De toute façon, tout est complexe. On est dans des sociétés complexes avec des enjeux complexes et l'idée c'est pas en repoussant et en stigmatisant toujours les mêmes, les plus pauvres, les plus vulnérables, qu'on va pouvoir, relever les défis de demain. Et quand moi je pense transition écologique, je pense aussi transition sociale. On ne peut Mmh. pas penser la transition écologique en laissant plein de gens sur le bord du chemin, en les renvoyant chez eux, en laissant dormir des femmes et des enfants dehors. Enfin, c'est pas possible. Et ça, c'est pas avec les idées d'extrême droite, mais enfin, moi, mes grands-parents ont connu la guerre. Mais réveillez-vous! Vous voyez pas que, c'est pas ces idées-là qui vont nous aider? On a déjà expérimenté. C'est pas en excluant tout le temps et du coup, le gros travail des humains, c'est quand même de se dire: «Qu'est-ce qui nous relie en tant qu'humains? Qu'est-ce qui, comment on œuvre? Comment on fait société ensemble?» Et ça, de mon point de vue, c'est au cœur de l'humain est suffisamment intelligent, il trouvera des solutions par rapport au réchauffement climatique. En fait, le cœur de tout ça, c'est, qu'est-ce qui nous lie et comment on a envie de vivre ensemble? Et c'est pas en excluant toujours les mêmes. Plutôt que de se dire, en fait, il y a pas un petit problème de répartition de richesse sur cette planète? Pourquoi, aujourd'hui, il y a jamais eu des écarts aussi importants entre des gens qui ont des millions, des milliards, enfin, j'en sais rien. On leur enlève quelques milliards, ça leur changera rien. Et on préfère dire que c'est la faute de, ceux qui, sont, dehors à s'occuper de nos personnes âgées, qui sont, à sortir les poubelles et cetera. Bah, ça, ils sont invisibilisés. Tous ces travailleurs et cetera, ils viennent d'où? Enfin, voilà, moi, c'est quand même je dis souvent aujourd'hui que c'est ce qui m'inquiète le plus, cette extrême droitisation de notre société. Et et ça fait peur, en fait, parce que et elle est liée
à cette masculinisation rampante. Tout à l'heure, on parlait de des rapports à l'égalité femmes-hommes qui montrent que des jeunes, enfin quand on parle de féminisme, etc., des jeunes se radicalisent sur. Quand j'étais jeune, personne pouvait dire qu'il votait Front National. Ça, c'était une honte en fait, ce qui doit l'être. Et c'était plutôt des personnes âgées. Aujourd'hui, des C'est jeunes, communément admis, quoi. les C'est même plus un jeunes. problème de dire ça en soirée. Mais oui. Mm. Et ça, c'est quand même inquiétant. Enfin, c'est pas comme ça qu'on va relever les défis de demain. Je crois pas. Vraiment, je crois pas. Merci beaucoup pour le temps ensemble. Merci pour la petite visite de la ferme. Il faudra qu'on vienne voir Oui, pour de vrai. carrément. C'est incroyable, tous les projets que tu, mais que vous portez en équipe, évidemment, au sein de la ferme. Et je crois que c'est une belle illustration de ce que tu expliques depuis le début de ce temps ensemble, du fait que tout soit relié et systémique. Et en tout cas, on le visualise assez bien dans la manière dans laquelle vous avez réfléchi les différents projets qui, par petites briques, s'imbriquent. Donc, bravo. Tu vois, c'est encore une fois très inspirant pour nous. Et merci beaucoup pour ce temps à notre micro. Merci à vous pour cette invitation. Merci à Olivier Frérot pour C'est ce que j'allais dire, le lien. Beaucoup de gratitude pour Olivier, pour cette mise en lien, et puis aussi beaucoup de gratitude aussi pour nos auditeurs qui sont arrivés jusqu'ici. C'est très chouette. N'hésitez pas à partager l'épisode si vous pensez que ça peut résonner. Olivia, merci beaucoup et à très bientôt. Merci. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt!